Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et hôte de ce podcast. Pour cette nouvelle édition d'Hypnose et Conversations thérapeutiques, j'ai décidé d'explorer avec vous différentes voies et méthodes de compréhension et guérison de l'anxiété. Je vais donc à la rencontre de disciplines, de personnes explorant au quotidien le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Je propose des séances en visio et en présentiel pour vous aider à changer d'angle de vue, à poser un regard différent sur ce que vous nommez encore aujourd'hui blocage, problème et même symptômes. Pour en savoir plus, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, Ariane Hypnose. Bonjour à tous, je suis ravie de vous partager ce moment que j'ai passé avec Virginie qui est sophrologue à Marseille. Mon invitée nous partage avec grand cœur la pratique de la sophrologie, ses bienfaits mais aussi sa philosophie. Cet épisode c'est aussi un témoignage personnel de sa rencontre avec cette discipline puisque Virginie a travaillé pendant des années dans le milieu de la restauration et a connu en plus d'un rythme de travail très intense et très soutenu des insomnies et un certain mal-être qui l'ont amené à remettre en question son quotidien et ses ambitions perso et pro. C'était vraiment un super moment que j'ai passé avec Virginie. Elle aime ce qu'elle fait et ça se ressent. Ce que j'apprécie en plus, c'est qu'elle incarne vraiment ce qu'elle raconte. Elle est droite dans ses bottes et vous verrez, elle parle très franchement. Elle passe pas par quatre chemins et ça, j'apprécie. En tout cas, si cet épisode vous plaît, une seule façon pour vous de soutenir le podcast, c'est de vous abonner ou de laisser un avis. Ça me ferait extrêmement plaisir et puis je gagnerai en visibilité. Je vous remercie en tout cas par avance et puis je vous souhaite une très très bonne écoute. À bientôt. Bonjour Virginie, tu es sophrologue depuis 2020 à Marseille. Tu t'es spécialisée dans la prise en charge du sommeil. Tu proposes des consultations à Marseille, mais aussi en visio. J'aime beaucoup une phrase que je tiens à partager qui dit que le souffle c'est la vie. Le premier souffle marque notre venue au monde et le dernier souffle marque la sortie de ce monde. Je suis philosophe à mes heures perdues. Pourtant, nous sommes beaucoup à être coupés de notre souffle au quotidien. Alors je voulais savoir comment toi tu as découvert la sophro. Eh bien, j'ai découvert la sophro à l'occasion de ma première vie professionnelle. Justement parce qu'il me manquait de souffle à ce moment-là et que j'avais besoin d'en prendre un nouveau. Et la sophro m'a été très utile. Je travaillais dans la restauration. J'entamais gentiment un burn-out et il n'était pas question de m'arrêter à ce moment-là. Et du coup, j'ai pu découvrir grâce à ma mère la sophrologie et c'est ce qui m'a permis de pouvoir rebondir, de sortir de ce burn-out et de me donner envie d'être le relais de cette méthode que je trouve magique un petit peu. Et si on revient sur cette période de vie justement d'épuisement pro complet, ça ressemblait à quoi ton quotidien ? Parce que finalement la sophro, on connaît souvent deux noms, mais on se dit pas qu'on pourrait aller voir un sophrologue, enfin quand on connaît pas en tout cas, Ouais. par rapport à un épuisement professionnel. Donc toi, ton quotidien ressemblait à quoi à cette période ? Ok. Et qu'est-ce que ça a révélé chez toi justement des séances de sophro ? Mon quotidien, c'était un quotidien de manager dans la restauration et je voulais tout bien faire et je faisais de plus en plus de présentéisme parce que ça existe. Le présentéisme, c'est le fait de passer beaucoup de temps au travail pour se donner une forme de bonne conscience, de se dire qu'on a fait le maximum. Donc j'ai fini par faire des journées qui commençaient à 7h30, 8h et qui pouvaient finir jusqu'à 21h30, 22h. J'arrivais plus à dormir, je rentrais chez moi, je me mettais devant la télé, sur mon petit canapé de place, la lumière allumée, la télé à fond, parce qu'à l'époque, m'endormir, c'était accepter que j'allais me réveiller pour un lendemain, et le lendemain était trop dur à pouvoir visualiser, donc je voulais pas dormir pour pas avoir de lendemain en fait. Et ouais, c'était assez hardcore et donc épuisement physique, nerveux, émotionnel. J'étais à deux doigts de la crise de larmes tout le temps. Et puis il fallait faire bonne figure devant les clients, devant mes équipes. Et puis j'avais honte de ma situation en fait. J'avais honte de pas gérer mon boulot que je connaissais. Ça faisait plus de 10 ans que je le faisais
Et j'avais évolué étape par étape dans ce domaine. Et du coup, j'étais honteuse de me dire que je savais pas faire, en fait, que je gérais pas. Et donc, je parlais pas de ce qui m'arrivait, ça se voyait, hein, j'avais des cernes monumentales sous les yeux, et puis j'étais KO, puis j'étais hyper sensible. Je le suis de nature, mais là, c'était exacerbé. Et donc c'était de la tension permanente à tous les niveaux de mon être, jusqu'à ce qu'un jour, je fasse une crise chez mes parents, une crise de spasmophilie. Et j'explique à ma mère qu'en fait, mon médecin n'a pas voulu m'arrêter, il m'a mis sous antidépresseur. Et elle me dit que, ok, mais c'est peut-être pas la seule solution. Elle a fait de la sophro auparavant pour d'autres raisons. Elle en a fait faire à ma sœur aussi pour d'autres raisons encore. Et elle me dit, va voir la sophrologue que nous on a vue, et puis tu verras, peut-être que ça peut t'aider. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai entamé ce qu'on appelle un protocole avec cette personne sur 10 séances. Et la sophro, à ce moment-là, c'était une séance par semaine, des premiers temps, pour un petit peu entraîner la conscience. La sophrologie, c'est un entraînement de la conscience par le biais de respiration, de mouvements corporels et parfois de visualisation. Moi, j'en utilise pas beaucoup dans ma pratique. Je suis plutôt axée sur le corps, puisque j'ai décidé de me former à la même école que la sophrologue que j'avais rencontrée à ce moment-là. Et voilà, c'était une séance par semaine dans les premiers temps. Et puis après, on a espacé ça tous les 10 jours, 15 jours. Et surtout aussi en fonction de mes capacités d'agenda. Et 9-10 séances plus tard, je lui ai dit, madame, je veux faire comme vous. je veux transmettre cette méthode à des gens qui sont comme moi dans l'épuisement ou qui ont d'autres problématiques. La sophro, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas spécialement de limites. Il y a des limites par thérapeute, mais pas dans la sophrologie. Chaque sophrologue a des compétences spécifiques. Mais quel changement, toi, tu as pu voir dans ce quotidien ? Je suppose que ça a pris du temps. Quel changement tu as pu observer chez toi, en toi et autour de toi ? Et comment ça s'est passé, justement, ce protocole de suivi ? Alors, les changements, ils ont été et immédiats et diffus. C'est-à-dire que... Déjà, quand j'allais la voir pendant les séances, je bâillais énormément, mes yeux pleuraient tout seuls et je sentais de la détente corporelle. Et ça, pour moi, il faut savoir qu'à un moment critique de cet épuisement professionnel, je faisais du bruxisme, donc c'est le fait de serrer les dents, à tel point que pendant 4 jours, je n'ai pas pu me nourrir. J'ai bu ma nourriture pendant 4 jours, je ne pouvais plus ouvrir les mâchoires. Donc, et ça t'était déjà arrivé avant ? De pas pouvoir ouvrir les mâchoires, non, jamais. Et heureusement, c'est jamais revenu après. Okay. Mais alors j'ai toujours eu plus ou moins tendance à serrer les dents parce que le stress, il vient se cristalliser au niveau des mâchoires du cou et des trapèzes. Ouais. Et la sophro, ça m'a aidé déjà dans un premier temps à détendre cette partie. Alors même si c'était pas au début, ça durait pas forcément d'une semaine sur l'autre, d'une séance à l'autre. Mais déjà, ça me permettait de relâcher un peu, quoi, d'avoir un peu de temps de détente. Et puis surtout, l'avantage, c'est que la sophro, tu l'apprends et puis tu l'apprends en cabinet et après, tu la pratiques pour toi-même. Elle avait l'habitude de me dire, Virginie, n'oubliez pas de saupoudrer votre vie de sophrologie. Et c'est un terme que j'utilise aussi avec mes clients parce que je l'ai gardé. Et en fait, c'est ça, tu mets un peu de sophro dans ta vie au quotidien et puis petit à petit, au lieu de faire monter la jauge jusqu'à plus pouvoir desserrer les mâchoires, tu fais des pauses dans la journée, tu apprends à faire tes respirations sans que ça te prenne plus de temps dans la journée. Et c'est ce que j'ai appris à faire au fur et à mesure de cet accompagnement. Et donc, dans un premier temps, j'ai recommencé à dormir un peu plus que 2 heures par nuit. Je me suis sentie très fatiguée parce que forcément, quand tu lâches la tension nerveuse, il y a la décompensation derrière, mais c'était une fatigue qu'il était nécessaire d'avoir pour pouvoir rebondir, en fait, du sommeil qu'il fallait que je prenne. Ouais, c'est comme sortir du mode survie, quoi. Mais c'est pas comme, c'est exactement ça. C'est exactement sortir du mode survie. Parce que souvent, en hypnose aussi, il y a un effet rebond et qui peut être effectivement désagréable parce que tout se relâche, quoi. Ouais. Et le corps a besoin aussi de récupérer. Ouais.
Et oui, et puis ça peut paraître désagréable, mais je crois que, j'en suis convaincue en fait, que tout changement passe par une étape d'inconfort. Parce que sinon, ce moment d'inconfort, c'est le moment en fait où on lâche l'armure, où on lâche la tension, où on fait le pas en avant qui peut sembler être coûtant, mais qui va tellement nous rapporter après. Et ce passage-là, ce gap-là, il peut être vraiment très, très inconfortable. En l'occurrence, c'est pas vraiment le gap le plus inconfortable que j'ai vécu. J'avais fait une thérapie avant et là, 10 ans plus tôt, là ça avait été assez terrible, mais ça n'avait pas duré longtemps, cela dit, ça avait duré un mois ou deux. Mais là, le gap inconfortable, c'est que du coup, je me sentais vraiment... J'étais déjà fatiguée, mais là, c'est comme si le poids de la fatigue avait un poids sur mes épaules, en fait. Alors que jusque-là, il était différent. Et en tout cas, j'ai appris donc à relâcher, à respirer, puisqu'on parlait de souffle en introduction. J'ai appris à respirer avec le ventre. Puisque quand on est en état de tension, en état de survie, comme tu disais tout à l'heure, tu te mets à respirer avec le thorax, alors que quand tu es détendu, si tu regardes un bébé ou un chien qui respire, il respire avec le ventre, et c'est des personnes qui sont détendues, ça. Donc moi j'ai appris à relâcher mon ventre, mon diaphragme pour respirer. Et puis petit à petit, je me suis redécouvert dans ma joie de vivre parce que à la base c'est ça. Moi je suis du côté positif et ensoleillé de la vie. Et puis je l'avais un peu oublié en fait. J'étais un peu dans le gris. Et donc j'ai retrouvé le goût à plein de choses, l'envie de sortir, l'énergie pour sortir. Et puis comme un bonheur n'arrive jamais seul d'après ce qu'on dit, ça a été le moment de ma vie, quasiment vers la 8e, vers la fin du protocole. C'est une amie qui m'appelle et qui me dit qu'elle ouvre son restaurant, qu'elle fait l'ouverture et qu'elle a besoin de sa directrice de la restauration et qu'elle a pensé à moi, quoi. Et c'est l'occasion de sortir de cet endroit qui m'a... C'est pas tel... Je veux pas mettre la responsabilité, la culpabilité sur l'endroit dans lequel j'ai travaillé, là où j'ai fait mon épuisement professionnel, mais là où je l'ai vécu. Mais en tout cas, c'était aussi marquer l'étape de... Je sors de mon épuisement et je sors de l'endroit où je l'ai vécu pour me donner une nouvelle impulsion pour redémarrer comme le phénix, quoi, ressortir de ses cendres pour renaître, quoi. Voilà, donc ça a changé ça, quoi. Ça m'a remis sur les rails de ce que j'aimais faire. Je me suis réconciliée avec mon métier après, parce que c'était dur aussi d'accepter, comme je disais tout à l'heure, d'avoir l'impression d'échouer. Et là, je me suis vraiment réconciliée avec mon métier. Ça a été la plus belle saison de toute ma carrière en restauration que j'ai pu faire juste après. Et c'est à la fin de cette saison que j'ai décidé de tout lâcher, parce que réconciliée avec mon boulot, je pouvais partir sur autre chose sans regret. Et c'est là que j'ai annoncé à cette directrice et amie que j'allais me lancer dans la sophrologie, que j'allais me former, quoi. Donc, Mais il y a quelque chose qui me vient aussi en tête par rapport à cet épisode, à ce passage de ta vie, c'est qu'il y a beaucoup de croyances aussi derrière qui t'ont peut-être fait tenir et qui t'ont peut-être fait tenir jusqu'à cet état de survie qui est qu'il faut être fort, que le travail c'est la santé, est-ce que tu avais justement des croyances qui t'ont finalement un peu limité aussi, qui t'ont peut-être enfermé aussi dans ce mal-être et qui finalement t'as continué à le nourrir? Alors, c'est plus que des croyances, je pense, c'est une empreinte carrément culturelle, familiale. Cette valeur travail qu'on a, à laquelle j'adhère en soi, hein, je remets pas ça en question, mais j'étais tellement empreinte de ça, d'avoir vu mes parents qui étaient eux aussi dans la restauration se fatiguer, s'épuiser au travail pour s'en sortir et tout ça, que j'estimais que c'était ok d'être épuisée pour un boulot, en fait, puisque c'était mon identité, le travail. J'avais fait de la restauration depuis que j'avais 9 ans, j'étais un peu tombée dedans comme Obélix avec la marmite, mais oui, j'apportais le pain et l'eau à table depuis mes 9 ans, j'ai fait l'école hôtelière,
j'avais plus de vacances depuis mes 14 ans. Hein. J'ai fait des stages pour passer au lycée hôtelier. Pour passer de la seconde à la première, il faut faire 2 mois de stage en service. Et de la première à la terminale, 2 mois de stage en cuisine. Ce qui fait que du coup, t'as pas de vacances d'été. Donc on t'apprend déjà, en gros, à visualiser le repos, les grandes vacances, comme quelque chose qui appartient, enfin qui est cool pour les autres, mais auquel t'as pas droit, quoi. Tu vois. Est-ce que les autres sont feignants du coup pour toi, tu vois, c'est un peu la culture qu'on nous enseigne à l'école hôtelière, sans que ce soit dit proprement, comme ça, quoi. Mais c'est quand je me souviens, quand je suis passée en seconde, les profs nous ont dit. C'est un bonheur de travailler avec vous, même ceux qui n'étaient pas dans les matières de restaurant, hein, ceux qui étaient nos profs de français, d'histoire géo, tout ça, ils nous disaient c'est un bonheur de travailler avec vous parce que vous avez 15 ans et vous savez déjà ce que vous voulez faire. Vous êtes déterminés et vous savez que vous faites un métier qui n'est pas évident, vous allez travailler pendant que les autres se reposent et même vous allez travailler pendant que les autres travaillent aussi. Et du coup, c'est une force. Et donc, on nous fait baigner là-dedans, en fait, dans cette idée que faut se donner, quoi. La restauration, c'est ça, c'est un métier où tu dédies ta vie à la restauration. Tu vis, tu dors, tu manges, restauration, quoi. Que tu sois en salle ou en cuisine, c'est ça. Et si tu veux atteindre des grands niveaux, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pas qu'on nous dit que les autres, c'est des feignants, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Hein. Ouais, c'est dit différemment. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi beaucoup de drogue aussi dans ce milieu-là et pour tenir en fait. Ouais. Alors j'en ai jamais pris. Ouais. On m'en a déjà proposé. Bon, j'ai jamais essayé autre chose que la cigarette et le café. Et le café. Et c'est des drogues légales, hein, au final, hein, voilà. Mais oui, c'est. Moi, je me souviens déjà, pour parler de mon stage de cuisine, j'ai eu une demi-journée de repos sur les 2 mois de travail parce que mes parents sont venus me voir. J'étais dans les hauteurs de Nice et on a travaillé tous, hein, tous les stagiaires qu'on était, parce que tout le personnel, c'était des stagiaires. On a tous travaillé 7 sur 7, midi et soir. Wow. Donc. Et quand j'en ai parlé à mon prof principal qui est venu me voir pour prendre contact, je lui ai dit mais en fait chef, j'ai pas de congé. Il me dit c'est ça la restauration. Donc c'était déjà normal à même pas 18 ans de travailler 7 sur 7, 70 heures semaine, quoi. Marche ou crève, quoi. Ouais. Bien résumé. Et c'est facile de se sentir très vite moins bien que les autres parce que ça ne laisse pas de la place en fait à l'émotion. Clairement, ou au ressenti de ce qu'on peut... On est... Non, ouais. C'est un peu comme l'armée, quoi, je crois. Ouais, t'as des œillères et tu fonces et tu te poses pas de questions, en fait. C'est ça. Est-ce que le jour où tu te poses des questions, tu t'en vas? Non. Tu vois, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est que... Mais après, c'est des métiers dont on a besoin, qui sont quand même... je suis admirative quand même de ces carrières-là. C'est des métiers passion. Hein. J'ai la chance d'avoir... sur mes 2 carrières, celle que je débute à peine et celle que j'ai arrêtée, c'est des métiers... la restauration, ça a été vraiment un vrai kiff. Hein. C'était dur, mais j'ai rencontré des gens géniaux avec qui j'ai beaucoup ri. Je me souviens de moments où je tenais même pas sur mes jambes tellement je riais en plein service, quoi. C'était... des crises de fou rire, des gens incroyables, de belles personnes. Mais ça, il y en a de partout. Je dis pas que c'est la restauration qui fait ça, mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Ça m'a permis de me sortir de mon introversion. J'ai découvert à quel point je peux être dégourdie. Voilà, ça m'a fait passer des moments et puis ça m'a permis de voyager. Alors pas beaucoup comparé à nombre d'entre nous de la restauration, mais je suis allée en Suisse, je suis allée en Irlande, je suis allée... c'est tout. C'était pas au Canada aussi? Hein? C'était pas au Canada aussi? Non, le Canada, j'y ai pas travaillé, c'était les vacances. D'accord. Mais non, voilà, j'ai... Tu peux dire Australie aussi, ça le fait, New York. Je peux inventer, on a le droit de mentir. Non, j'ai pas beaucoup fait plus, mais
En tout cas, ça m'a donné. Si j'étais partie pour travailler sur Bourges, dans le centre de la France. 2-3 jours, je suis rentrée. C'était pas assez animé pour moi. Mais voilà, non, ça a été un métier passion. Et je crois que c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue dans le métier à ce moment-là. C'était, tu peux tomber dans la restauration tout à fait au hasard. Tu poses ton CV, tu as besoin d'un taf. Tu n'y restes pas si tu sais pas pourquoi tu es là. C'est clair. Tu arrives au hasard, mais tu restes en sachant pourquoi. Parce que c'est beaucoup d'abnégation, en fait. C'est beaucoup d'énergie à dépenser. Après, je pense que depuis que j'ai arrêté en 2017, la restauration a beaucoup évolué, surtout post-Covid. Hein. Mais je ne sais plus aujourd'hui l'actualité, comment ça se vit, la restauration. Et puis déjà, entre 2000 et 2017, entre mon début et ma fin, déjà, ça avait beaucoup évolué. Donc, mais ça reste un métier délicat, quoi. Un métier qui est aussi conservateur. Et peut-être qu'il est moins conservateur aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tension. Et donc après, deuxième partie de carrière, la sophrologie. Donc il y a cet épuisement professionnel, cette remise en question, cette prise de recul aussi, la découverte de cet outil qui est la sophro. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la sophrologie et un petit peu ton parcours de formation aussi, pour donner plus de visibilité, j'ai envie de dire, sur le parcours de formation d'un sophrologue. Ok. Alors comme je te disais tout à l'heure, c'est ma sophrologue qui m'a donné envie de le devenir. Et du coup, j'ai voulu me former à la même école qu'elle pour être sûre de la qualité que j'allais recevoir, de la qualité de la formation que j'allais recevoir. Donc je me suis formée au centre de formation de Jean Crête chez Alain et Anaïs Zuili. Alain, en fait, il a été formé par Caicedo, et Caicedo, c'est celui qui a créé la restauration. La sophrologie. La sophrologie, elle existe depuis les années 60. Caicedo, c'était un neuropsychiatre colombien qui travaillait sur un hôpital de Paris dont je ne saurais pas donner le nom, et qui s'est un peu outré, en fait, de s'apercevoir qu'on traitait les personnes psychiatriques à coups d'électricité et de chimie, et qui s'est dit mais on doit bien pouvoir faire quelque chose avec leur conscience. À l'époque, l'hypnose avait très mauvaise réputation, était réputée des charlatans, et du coup au départ il a voulu donner une autre terminologie à l'hypnose, et y apporter d'autres choses, et il a créé la sophrologie. Sophrologie, c'est sos, phrène et logos, c'est 3 mots grecs qui veulent dire science de la conscience en harmonie, en équilibre, en fait. Et de là, il a commencé à mettre autre chose dans l'hypnose. Et puis il a rencontré sa femme qui est prof de yoga, et il décide de s'intéresser à ça d'un peu plus près. Et il part en Asie, en Inde, pendant 4 ou 5 ans, et il rencontre des yogis, des bouddhistes, des maîtres zen. Il revient avec tout ça dans ses bagages, plus ses connaissances contemporaines de médecine dans différentes pratiques. Et en gros, il crée j'appelle ça la quintessence, c'est très présomptueux, mais la quintessence il utilise tout ce qui lui parle le plus de toutes les méthodes, et il crée la nouvelle version de la sophrologie, en fait, en mettant des mouvements corporels, des respirations et des visualisations dans sa pratique. Et c'est ce que donc Alain Zuili qui a découvert, qui a fait de la sophro avec Caicedo, quand il a quitté son école au bout de je sais plus combien d'années, parce qu'à l'époque Caicedo il enseignait que à des médecins, et il enseignait que par de la pratique, il faisait pas de théorie. Et donc voilà, il y a eu plusieurs médecins qui sont sortis de ces écoles, de l'école de Caicedo, et qui ont créé les leurs pour transmettre, jusqu'au jour où la sophro s'ouvre au côté social et ne s'adresse plus qu'aux médecins, elle s'ouvre à différentes personnes. Et donc Alain, il a fait de la sophrologie relationnelle. Et moi, du coup, je me forme pendant 2 ans dans son école, entre janvier 2018 et décembre 2019.
C'est un week-end par mois, pendant 3 jours. Et entre les sessions, on se réunit avec les collègues qui sont dans la même région que moi. Donc sur Marseille, on était 5 ou 6. Et à chaque week-end, on découvre des étapes, les étapes de la sophro. Il y a 4 niveaux qu'on utilise. Le niveau 1, c'est le présent, ensuite c'est le futur, et puis le passé, et après la totalisation. Ça prend du temps d'intégration, ça passe par soi aussi. Même si j'avais fait mon protocole de sophro, il fallait que je vive aussi la sophro que j'allais transmettre. C'était très, on dit embarrassant, quoi. Je crois pas avoir passé un week-end de formation sans pleurer après une séance. Je suis allée nettoyer ça en profondeur parce que je crois que c'est un peu la valeur d'un sophrologue aussi, c'est d'être passé par là. Un sophrologue, c'est pas un sachant, un sophrologue, c'est un relais. Il transmet une méthode à son client qui après va faire lui-même sa propre sophrologie et éventuellement peut-être avoir le même parcours que moi, un jour peut-être devenir sophrologue. Je fais pas ça pour que mes clients deviennent sophrologues, mais en tout cas c'est l'idée qu'on s'approprie cette méthode. Donc voilà, et puis j'ai fait un stage de 3 mois à raison d'une séance par semaine pour un groupe de 15 personnes. À l'époque, c'était chez Next City. Et voilà, la sophro, c'est donc la quintessence de tout ça, le rassemblement de plein de techniques. Et il y a une visée d'autonomisation. Et c'est ça que j'aime dans cette méthode, en fait. C'est qu'à la fin, tu as récupéré ta boîte à outils et puis c'est diffus. Comme je te disais par rapport à mon parcours, c'est les effets, les bénéfices, ils sont aussi directs que diffus dans le temps. Ça ne s'arrête jamais. T'as ouvert, en gros, t'ouvres une boîte et elle se referme jamais, quoi. Voilà. Et ça dure combien de temps cette formation ? C'est 1 an et demi, c'est ça ? Alors moi, c'était 2 ans. Il y a différentes façons. Aujourd'hui, je dirais que les formations les plus longues, elles durent 2 ans. Mais il y a des formations qui existent en 6 mois, en 8 mois. Après, on choisit tous les formations en fonction de ce qu'on a à mettre dedans. Hein. Il y a des gens qui se forment, et même dans mon école où on était sur une formation de 2 ans, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas là pour être sophrologues. Il y avait des gens qui voulaient juste apprendre ce que c'est la sophrologie. Ouais. Donc voilà. Et puis de toute façon, 2 ans ou 6 mois, la vérité c'est qu'à la base on n'a qu'un socle. Et qu'il faut continuer à se former toute sa vie régulièrement, toujours se mettre à jour et des connaissances et de soi, parce que nous aussi on évolue, hein, on a beau avoir une forme de conscience un petit peu plus éveillée à soi par la pratique, il faut quand même continuer à se mettre à jour, parce que les gens qu'on rencontre, ils laissent aussi un impact chez nous, souvent positif, mais en tout cas ça mérite d'être mis à jour, quoi. Et il y a souvent en plus un écho de la part du client dans l'histoire du thérapeute. Oh, je te dirais quasiment tout le temps. Ouais, c'est assez incroyable et magique, je trouve. Ouais. J'adore poser cette question à chaque fois pour... mon objectif, c'est vraiment d'informer aussi, j'ai envie de dire, le grand public et d'orienter. Donc, toi, tu proposes des consultations déjà en visio. Donc, on peut prendre contact avec toi. Mais comment on reconnaît un bon sophrologue, justement? Comment on reconnaît un bon sophrologue ? Eh bien, déjà... Je crois que le plus important, et que ce soit sophrologue ou autre chose, c'est d'être en phase, de se sentir à l'aise avec la personne qu'on a en face de soi. Ça, vraiment, ça s'invente pas. Ça s'appelle l'alliance. Et soit elle existe, soit elle n'existe pas. Et si elle existe, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut aussi observer sa qualité d'écoute. Il y a toujours peu importe le sophrologue qu'on voit, peu importe de l'école de laquelle il vient, il doit y avoir ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est un instant de contextualisation qui peut durer une demi-heure, 1 heure. Moi, je prends 1 heure à chaque fois. Et dans ce moment de contextualisation, un bon sophrologue, il est censé être à l'écoute, ne jamais juger. Alors, jamais dans aucune des séances, d'ailleurs, un sophrologue ne doit juger. Ni ne doit conseiller. On n'est pas là pour conseiller, sachant que la posture du sophrologue, c'est de laisser de l'autonomie à son client pour qu'il soit lui-même à l'écoute de ce qu'il est et qu'il puisse trouver ses propres réponses.
Donc il n'y a pas de conseil à donner puisque c'est la personne qui se connaît mieux que personne et qui trouve ses propres réponses. C'est une qualité d'écoute qui permet aussi de renvoyer à celui qui parle ce qu'il vient de dire, de s'entendre en miroir en fait. Et puis voilà, une fois qu'il y a eu cette contextualisation, le sophrologue il va préparer un protocole ou un accompagnement sur mesure. Il n'y a pas de recette en sophrologie, il ne peut pas y avoir de recette en humain en fait. En sciences humaines, il n'y a pas de recette, c'est pas... Ou alors, en gros, il faut considérer qu'un sophrologue, c'est un peu l'homéopathe de la médecine, on va dire. Un médecin classique, t'as mal à la tête, il te donne un Doliprane. Un homéopathe, il va te demander dans quel contexte t'as mal à la tête, dans quel contexte tu vis, il va te donner une molécule en fonction de ça. Le sophrologue, c'est pareil. Dans quel contexte, je vais parler du sommeil puisque c'est ma spécialité, dans quel contexte vous dormez mal? Qu'est-ce que c'est mal dormir? Est-ce que c'est avoir du mal à s'endormir? Est-ce que c'est justement plonger dans un sommeil profond pour se réveiller 2 heures plus tard et plus être capable de se rendormir? Est-ce que c'est une nuit hachée? Tu vois, il y a plein de façons de mal dormir, en fait. Et donc, je ne vais pas m'adresser à la personne de la même manière. Et puis aussi, en fonction de son contexte. Est-ce que c'est une maman active? Est-ce que c'est une vieille personne? Voilà, ça va dépendre de plein de choses. Donc, un sophrologue, il s'adapte à son client et pas l'inverse. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est formé et qui continue à se former. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui est capable d'expliquer son métier assez clairement, quoi. Hyper important. Justement, sur cette spécialité du sommeil, qu'est-ce que tu observes le plus? Quel est le recul aujourd'hui que tu as par rapport à ces problématiques de sommeil? Est-ce qu'à chaque fois tu découvres, je ne sais pas, de nouveaux cas où il y a quand même des choses qui reviennent assez souvent? Ah non, alors franchement, chaque cas est unique. Vraiment, on pourrait s'imaginer que quelqu'un qui a un sommeil haché, c'est un thème, quoi, tu vois. Mais non, vraiment, chaque personne, je propose pas du tout les mêmes choses. De toutes les personnes, et je commence à en avoir accompagné quelques-unes, je n'ai jamais fait les mêmes choses. De temps en temps, je le fais pas pour tout le monde, j'ai un agenda du sommeil à proposer pour voir un petit peu les ressentis des nuits, parce que on arrive facilement à faire des généralités, je dors pas. Tu vois, par exemple, alors que dans 2 nuits par semaine, tu dors pas et ça te paraît énorme. C'est ok, en fait, c'est le ressenti qui compte. Mais moi, ce que je veux voir, c'est vraiment sur du long terme, et puis ça permet aussi à la personne de s'apercevoir que, ah si, des fois, je dors bien, tiens, comment je fais des fois? Dans quel contexte je dors bien? Ça peut être intéressant de s'en apercevoir aussi. Et ça peut suffire des fois, en fait. Donc des fois, je propose un agenda du sommeil. Des fois, je propose aussi un petit livret que j'ai fait qui s'appelle l'hygiène du sommeil. Parce qu'il y a des façons... Des fois, il y a de la nourriture que tu peux manger avant de t'endormir de préférence. Alors, 2 ou 3 heures avant de t'endormir. Il y a certains aliments qui sont préférables pour favoriser la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Il y a des façons de dormir aussi dans une chambre fraîche, par exemple, à 19 degrés, c'est l'idéal. On aurait tendance à vouloir chauffer sa chambre. Il faudrait éviter de le faire pendant l'hiver. Dormir dans le noir, voilà. Et puis, pour ceux qui dorment à 2, peut-être avoir sa couverture individuelle dans son propre lit, et dans le même lit, parce que, en gros, quand on s'endort sous sa couverture, on se crée une niche de température. Quand l'autre vient tirer la couverture ou vient se coller, notre niche de température, elle est modifiée et elle peut amener au réveil. Voilà. Okay. Donc c'est important aussi. On n'est pas fait en vérité pour dormir à 2 dans le même lit, mais on le fait par convention sociale, parce que c'est comme ça qu'on est tous habitués à le faire, quoi. Donc oui, il y a différentes façons d'accompagner. Chaque cas est nouveau. Et des fois, il suffit juste... c'est très facile à dire. Des fois, c'est une façon de terminer sa journée qui peut avoir un impact. J'ai accompagné une personne qui est rentrée chez elle sur les coups de 18h30, 19h, épuisée par sa journée, et qui du coup s'affalait dans son canapé jusqu'à ce que le conjoint rentre et il dîne, et elle s'endort, elle plonge dans son sommeil, et puis elle se réveille à 5h du mat, à 3h du mat.
Du coup, ce que je lui ai proposé, c'est de mettre de l'activité tant que le conjoint n'est pas rentré, puisqu'ils vont manger ensemble. Au lieu de rentrer directement chez elle, de rentrer peut-être de sortir du bus un petit peu avant et de rentrer à pied. On habite à Marseille, on a la mer qui est magnifique, vraiment à portée de main, donc aller faire un tour sur la corniche ou sur la plage, se détendre en fait, ou faire du sport. Avant de rentrer à la maison, de manger, de s'activer pour aller à la douche, faire les choses du soir et tout ça, et pas aller se coucher avant 22h. Et depuis, ça va mieux, quoi. Donc, tu vois, c'était même pas besoin de sophro, en fait, si. Parce que pour accepter le changement, il faut quand même changer la conscience de soi, s'observer sur un regard nouveau, mais voilà, des fois, c'est le contexte qu'il faut changer, quoi. Mais est-ce que, avec des problématiques de sommeil, dans ton protocole de suivi, je suppose que tu vas donner des exercices de respiration déjà pour apprendre au corps à se détendre. Mais est-ce qu'il y a aussi derrière, tu sais, en hypnose, on dit souvent que derrière chaque symptôme, il y a un but émotionnel précis. Est-ce que derrière, il y a aussi des histoires, en fait, qui fait qu'il y a juste un stress qui est au quotidien, qui est complètement... je sais pas comment le dire, mais... des vies qui sont pas forcément toujours évidentes, faciles, et des périodes aussi qui sont très, très complexes, et donc le corps qui se raidit, en fait. Ouais. Alors, il y a deux questions. Il y a, est-ce que je donne des exercices de respiration ? Moi, je donne rien, je fais découvrir. Comme je te disais tout à l'heure, c'est le client lui-même qui vit sa séance et qui va se dire, à la fin, une séance, et on a un petit temps de partage. Tiens, comment ça s'est passé depuis la semaine dernière, comment vous vous sentez aujourd'hui, etc. Je vous propose telle séance. Il y a la séance qui se vit, qui va durer une demi-heure. Et puis après, il y a le partage post-sophronique, c'est le débrief. En gros, le client me dit, voilà, moi j'ai vécu ça aujourd'hui, je me sens comme ci, comme ça. Et une fois qu'il a déposé son vécu et que je l'ai entendu, je lui demande, mais alors du coup, qu'est-ce que vous allez réutiliser dans votre quotidien ? Et par exemple, il me dit, je vais réutiliser cette respiration, très bien. Et à quel moment vous allez la réutiliser ? Pourquoi ? Quel effet ça va faire ? Parce qu'en gros, c'est le client qui porte, je l'invite à se mettre en condition de réutilisation, de savoir pourquoi il va le faire. Parce que si c'est lui qui décide, il y a beaucoup plus de chances qu'il le fasse que si c'est moi qui lui dis il faut faire ça. Je donne pas des devoirs à mes clients, j'aime pas qu'on me donne des ordres, je vais pas leur en donner. donc du coup, c'est eux qui voient ce qu'ils ont envie de faire. Et s'ils le font pas, c'est pas grave, c'est leur investissement dans la technique. Et de toute façon, déjà dans la séance, il se passe des choses. Donc c'est jamais vain une séance de sophrologie en fait. Et puis il y avait une deuxième partie à ta question que je viens d'oublier. Oui, sur le but émotionnel aussi, de l'insomnie, j'ai envie de dire. Alors, il y a... moi, j'aime bien dire que... imager le truc en disant que le symptôme pour lequel on vient me voir, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Que ce soit le sommeil, la confiance, une tension, un événement qu'on veut pas... qu'on a peur d'appréhender et tout. Ça vient... En fait... Les gens qui viennent me voir avec la problématique, ils viennent avec la problématique avec le symptôme qui a été le plus criant pour eux. Jusque-là, il s'est passé plein d'alertes du corps qu'ils n'ont pas écoutées, sauf que le corps, il est bien fait. À chaque fois qu'il y a une problématique, il y a une émotion. Une émotion, c'est un message. C'est quelque chose qui vient toquer à la porte de la conscience, qui vient dire « Hé, il se passe un truc là, on regarde ?» Et toi, t'es pas habitué à gérer ton émotion, à l'accueillir, et ni même en fait à l'avoir entendu. Et donc, tu fais comme si personne n'avait tapé à la porte. Sauf qu'en fait, le message, il va être de plus en plus fort et il va arriver avec des colis de plus en plus gros. Jusqu'à ce que t'aies pas d'autre choix que d'ouvrir et de t'apercevoir que le colis, il est là. Et le colis, c'est celui que tu viens de déposer sur mon bureau, en fait. Donc, on va aller faire machine arrière et c'est pas moi qui vais le faire, je vais proposer, et puis c'est pas moi qui vais le dire au client, même si des fois je peux entendre la problématique, le message sous-jacent, je peux l'entendre, mais c'est pas moi qui vais le dire à mon client, mais vous pensez pas que c'est à cause de ça ? Je vais le laisser faire et petit à petit il va dérouler lui-même, il va comprendre ce qui s'est passé. Et même s'il comprend pas, en tout cas, il aurait eu la réponse. J'ai eu un client qui a jamais compris le message secondaire, et pourtant il a évolué, il a trouvé la réponse à son comment en fait.
Moi, je m'attache pas à répondre à pourquoi c'est arrivé, je m'attache à répondre à comment je peux sortir de là. Et donc, c'est ça qui va compter. Et souvent, ça va avec, en fait. Hein. Souvent, le client, grâce à son cheminement personnel, à son éveil de la conscience, il va pouvoir se dire, tiens, je sors de là, et c'est arrivé parce que. Voilà. Et de toute façon, comme tu le sais, c'est jamais fini. On repasse par des endroits qu'on croyait avoir réglés. Mais on y retourne. Mais on y retourne. On revient jamais au point de départ, en vérité. Ouais, c'est vrai. On revient jamais au point de départ. On approfondit certaines choses. Parce qu'on s'aperçoit un événement dans la vie qui peut être traumatique, ou en tout cas qui peut mettre en marche un mécanisme de défense. Il va pas en mettre qu'un en place. C'est-à-dire que ça va faire comme une boule de neige là, qui roule et qui amasse de la neige, qui grossit. Il y a plein de mécanismes qui découlent du mécanisme précédent, puisqu'on continue d'avancer sur notre continuum de vie, en fait. Hein. Donc, il y a des choses qui se déroulent et qui continuent de grossir. Et donc, petit à petit, quand on défait le premier mécanisme, on s'aperçoit que, tiens, il était arrivé, lui, parce qu'il y avait un autre mécanisme en dessous. Donc, on ne revient pas au premier mécanisme qu'on a démonté, on s'aperçoit du mécanisme qu'il y a en dessous. Et donc, on l'accepte. L'avantage, quand on fait un travail sur soi, c'est que ce qu'on découvre au fur et à mesure, c'est pas de plus en plus lourd, c'est de plus en plus... on y va avec de plus en plus de conscience et avec de plus en plus de présence à soi, en se disant c'est ok... Enfin, je crois, hein, tu me diras si tu es d'accord, mais je crois qu'on y va avec plus de confiance, en se disant, tiens, c'est encore une nouvelle fenêtre à ouvrir, en fait, plutôt qu'un autre problème à régler. Ouais, c'est vrai. Y a souvent une métaphore qui est utilisée, c'est l'oignon, retirer les couches, justement, les couches de protection où on a pu mettre en place nos propres stratégies d'adaptation. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, dans ce chemin de connaissance de soi et ce parcours parfois même de guérison suite à certains événements qui ont été traumatiques pour nous, il y a une vraie philosophie de vie qui s'installe, une certaine spiritualité et une vraie confiance en la vie qui fait que quand on vit un événement, on se le prend pas de pleine face comme avant, c'est ça. En se sentant démuni, même si effectivement en termes d'émotion on peut se sentir évidemment démuni, très triste, mais on se dit bon écoute c'est arrivé pour une bonne raison, quelle est cette raison, ça fait schéma à quoi, ok comment je fais maintenant, et c'est vrai qu'on a aussi avec toutes ces médecines alternatives qui existent aujourd'hui, il y a aussi, on a beaucoup plus d'outils en tout cas pour faire face aussi à ces événements et les traverser avec plus de sécurité et plus de confiance. Ouais. C'est le mot qui me vient. Ouais. Tu vois, j'aime bien utiliser la métaphore de la maison. Notre corps, c'est notre maison, on y habite. On déménagera pas de notre corps. Donc, plus on rentre, disons que si on ne met pas de conscience sur notre corps, on va rester en périphérie d'une maison qui a les volets fermés. Et plus on s'approche, plus on est capable d'ouvrir des volets, de faire entrer de la lumière, de s'apercevoir de tiens, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison, c'est quoi cette pièce, d'aérer chaque pièce, peut-être de faire un peu la poussière, éventuellement de changer les meubles de temps en temps, refaire la tapisserie, et plus on avance et plus on gagne en espace de vie, en fait. C'est un peu ça, le travail sur soi, c'est gagner en espace de vie. Plus tu prends conscience de ce que tu vis, et plus t'es à plat, en fait. Tu vois, plus t'es stable sur tes appuis, et plus tu peux vivre dans différents endroits, t'adapter plus facilement à plein d'autres situations, et tu préserves ton équilibre. Et si tu t'aperçois au bout d'un moment que ah tiens, il y avait un étage, bon, c'est bon, on y va. Ouais. Ça va être encore plus d'espace de vie, quoi. Génial. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que tu es donc installée en tant que sophrologue à Marseille. Qu'est-ce qui te touche le plus, justement, après toutes les séances que tu as pu réaliser, avec toutes les personnes que tu as pu rencontrer aussi, qu'est-ce qui te touche au quotidien, justement, dans ton métier ? Alors, ce qui me touche et ce qui me fait vibrer depuis le début, c'est que je vois arriver dans mon cabinet souvent des gens qui sont au bout du rouleau.
parce qu'ils dorment pas, parce que charge mentale incroyable, parce que plein de choses, un boulot de dingue, des situations perso ou pro voilà, lourdes. Et ils arrivent en me disant j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Et moi, ce que je vois en face de moi, c'est des guerriers, quoi. Je vois des gens qui se pensent au bout du rouleau, qui vivent honnêtement le bout du rouleau, et qui quand même, malgré tout, trouvent l'énergie de venir jusque-là en se disant peut-être que je peux faire encore un truc. Et parce qu'ils le savent. Enfin, je pense que alors ceux qui me connaissent pas ou ceux qu'on m'a pas orienté, j'ai souvent des clients qui viennent parce que des clients leur ont dit va la voir, pour moi ça s'est bien passé, c'est de la recommandation, et donc ils savent un petit peu à quoi s'attendre et que ils ont un job à faire aussi dans la séance. Mais ceux qui le savent pas, j'ai eu l'occasion de leur dire au téléphone avant que la sophro, ça implique aussi leur participation. Et malgré leur épuisement, ils viennent encore participer à leur développement personnel, ils viennent encore mettre de l'énergie pour aller en chercher, on revient à cette histoire de souffle, pour aller chercher un nouveau souffle encore. Donc moi, ce qui me touche, c'est la capacité des gens à se prendre en charge. Ils ont compris, déjà avant de venir, qu'un autre équilibre était possible, qu'une autre façon de vivre était possible, et qu'ils en ont la responsabilité, pas la culpabilité, mais ils sont responsables de leur évolution, de leur équilibre, de leur harmonie, de leur compréhension. Voilà, ils prennent part à tout ça, quoi. Et est-ce que tu as un mantra qui te guide justement dans ton quotidien pro ? Et est-ce que tu as des personnes aussi, alors toi je suppose que tu as un peu le rôle aussi peut-être pour certaines personnes qui te consultent de mentor, de guide, et où tu orientes, tu proposes en tout cas un angle de vue, et après ils en font effectivement ce qu'ils veulent. Est-ce que tu as des personnes aujourd'hui, toi, qui t'inspirent justement, qui te guident aussi, et des mantras, alors des mantras, je dis mantras, mais ça peut être des citations qui te guident aussi. Est-ce que j'ai des mantras, des citations ? Je te dirais qu'elles varient en fonction de mes expériences personnelles. En fait, peut-être que le mantra c'est pas un mantra, mais une pensée qui est toujours dans ma tête à tout moment, c'est personne ne se connaît mieux que soi-même. Dans l'idée comme je te disais tout à l'heure, de pas conseiller en fait. Je vais pas te conseiller parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est pour moi, c'était bon pour moi. Et ce que toi tu vis, c'est toi qui le vis, et je peux pas savoir ce qui est bon pour toi, c'est toi qui te connais. Ce que je peux t'apporter, c'est des outils pour apprendre à te connaître, et encore tu vas en faire ce que tu peux et ce que tu veux, mais voilà, c'est rester à ma place tout le temps. Et puis des personnes qui m'inspirent, je suis pleine de gratitude d'être entourée de gens qui m'inspirent. J'ai des amis incroyables, et puis grâce à ce métier, je m'entoure de gens de fait, de gens qui sont aussi dans le bien-être, et donc j'ai des gens avec qui c'est des partenaires de professionnels avec qui je peux avoir des échanges sur une autre dimension, où je vais leur apporter des fois moi des questionnements sur moi, parce que je continue d'être suivie personnellement, et puis ces gens-là qui m'entourent font partie de mon suivi d'une certaine manière, et donc je peux dire tiens, j'ai vécu ça aujourd'hui en séance sans que ce soit des sophrologues à qui je m'adresse, mais ça peut être une collègue qui est réflexologue par exemple, ou un copain qui est masseur, à qui je peux dire tiens, j'ai vécu ça en séance, ça m'a fait telle ou telle émotion et tout ça, et là je suis capable, je peux déposer ça et me sentir écoutée, me sentir accompagnée, et puis me faire proposer un autre regard sur les choses. Et oui, il y a des gens très sages autour de moi qui m'entourent, et ouais, si j'ai un mantra. Il arrive. C'est celui que ma mère m'a offert depuis que je suis gamine, en fait, vraiment. J'ai fait une vidéo sur les réseaux, que j'ai pas beaucoup diffusée,
Mais j'en parle déjà à ce moment-là. Ma mère, elle m'a toujours répété, quoi qu'il arrive, quoi que tu vives, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Il y a toujours une leçon à prendre. Même dans les choses les plus dures, il y a quelque chose à en tirer. Tu n'aurais peut-être pas trouvé ça tout de suite, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir de toutes les expériences de la vie, c'est qu'est-ce que j'ai appris. Voilà, donc c'est ça. C'est toujours tirer, alors sans verser dans le bisounours, hein, parce que la pensée positive, etc., ça peut être très toxique aussi. Ça peut être très toxique, ouais. Donc oui, il y a des fois, c'est des leçons qui sont dures à prendre, qui font très très mal, mais n'empêche que c'est dans l'inconfort, je crois, c'est dans les instants de survie que le changement le plus important, le plus vital, il se fait. Tu vois. Quand j'ai par exemple quitté la restauration après 17 ans de travail, j'avais 35-36 ans. Alors j'étais encore jeune, mais je croyais que j'étais déjà bien avancée. Et puis surtout, au bout de 17 ans, tu te dis, mais j'ai donné toute cette énergie. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais meuf, t'es dingue en fait. La prochaine étape, c'est la direction, quoi. Donc, et j'avais pas envie de faire ça. Et en fait, si je changeais pas de travail, j'allais psychiquement mourir dans mon boulot en fait. Même si c'était une passion, mais ce changement, il a été vital pour moi et je le sais encore plus maintenant avec le recul. Hein. Et j'ai appris de mon burn-out en fait. J'ai appris de cet épuisement professionnel que j'avais besoin de temps pour moi, que j'avais besoin de prendre soin de mon sommeil, que j'avais besoin de mon équilibre, que j'avais besoin de retrouver la joie qui était la mienne naturellement. J'avais besoin de tout ça, donc les leçons du burn-out, c'est d'écouter le corps quand il te donne des limites, quand il te met des alertes. Écoute. Voilà. Donc, j'ai pas eu d'alerte aussi grosse depuis. Hein. Je continue à avoir besoin d'écouter mon corps parce que je suis sophro, mais je me nourris pas de graines et d'eau chaude. Hein. Je continue d'être traversée par la vie. Je continue d'avoir des histoires qui me traversent, des problèmes comme tout le monde. Hein. Je me suis pas extraite de la vie. Hein. Donc voilà, il y a des fois où je peux me heurter à un mur, mais avant j'y allais à 100 km/h, maintenant j'y vais à 30, quoi. Ça fait pas pareil. La sagesse. Après, il y a quelque chose aussi que je voulais partager, c'est qu'aujourd'hui, dans cet univers aussi du bien-être et du développement personnel, moi je vois aussi des excès de la part de certains thérapeutes qui vont se percher très très haut et qui sont complètement hors sol. Et il y a aussi une injonction de il faut travailler sur soi. Et parfois en fait je trouve que c'est assez égocentrique parce qu'on est focus en fait que sur soi et on oublie en fait que la vie aussi c'est partager des instants et qu'il y a effectivement des personnes qui ne travaillent pas forcément sur elles mais qui ont quand même des vies harmonieuses et qui sont quand même heureuses. Donc tu vois, de trouver aussi le juste équilibre entre effectivement bénéficier, enfin se remettre en question, connaître sa propre histoire, faire une thérapie pourquoi pas, ou en tout cas utiliser des outils, faire du yoga, la méditation, de la sophro, etc. Mais vivre aussi. Surtout. Ouais. Oui, il faut rester connecté au réel, ça c'est sûr. C'est rigolo parce que ça me rappelle à 2 ou 3 personnes qui m'ont dit ça quasiment de la même manière. On m'a dit mais t'as pas un peu une sophrologue 2.0 toi? Mais parce qu'en fait, comme je te dis, je me nourris pas de graines, je fais l'apéro, des fois je me couche tard, souvent, mais j'essaye de mettre de l'équilibre là où je peux. Je fais pas semblant de vivre une vie d'esthète, quoi, tu vois. Je reste en adéquation avec mon époque. Avec les gens de mon âge, hein, j'ai 42 ans et 42 ans, on n'est pas à l'EHPAD, hein, donc il y a des choses qui se passent. Et puis c'est pas que j'essaye, c'est je suis quelqu'un de factuel. Donc je suis dans la vie, j'ai les pieds sur terre. Et quand je te disais que je fais de la sophro de l'ordre je fais très peu de visualisation, je suis vraiment et je suis très satisfaite de mon école pour ça, c'est que c'est très raccord avec ce que je suis à la base, j'ai besoin de sensations, de ressentir, d'être avec mes 5 sens, voire 6e sens aussi, un petit peu de perception, mais
Mais voilà, vivre la vie au travers de l'expérience, c'est la meilleure façon de travailler sur soi, en fait, tu vois. Parce que tout à l'heure, j'ai reçu une cliente à qui elle me disait mais alors c'est quoi la sophro, parce que j'ai vu que j'ai lu ci, j'ai lu ça et tout. Je dis la sophro c'est un peu comme le goût du sucre, je peux t'en parler tant que tu veux, mais tant que t'as pas goûté tu sais pas. Et ben en fait c'est ça en permanence. La vie je peux t'en parler tant que je veux aussi, mais si je l'ai pas goûté, ça a pas de saveur en vérité, ça a pas de consistance. Donc oui, la vie elle se goûte tous les jours, et de temps en temps on fait un petit stop et on dit ah tiens, aujourd'hui j'ai vécu ça, ça me fait résonance avec tel truc, ok d'accord. On fait des liens, et moi je suis tombée aussi dans l'excès à un moment, bien sûr, je suis passée par là, mais c'est je suis satisfaite d'avoir eu la lucidité de me dire ok, là ça va trop loin, ça n'a plus de sens, et si tu te foutais un peu la paix, si tu revenais un petit peu à la matérialité de la vie, parce que moi je suis très introspective, hein, par exemple. Mais au bout d'un moment, je vis pas dans un fantasme, je vis dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre aussi dans un réseau de professionnels que je rencontre toutes les semaines. Parce que du coup, je me confronte aussi à la vie encore plus grâce à eux, parce que eux, ils font ni partie de mon réseau perso, ni partie de mon réseau pro à la base. Et du coup, je vais au contact d'autres personnes comme ça. C'est génial. Ce podcast touche à sa fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement sur les réseaux sociaux ou sur Internet, quels sont tes points de contact? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux, sur Facebook, Insta, LinkedIn. C'est toujours Virginie Franceschi, sophrologue. J'ai un site internet le plus basique en termes de nom de domaine, sophro13.net. Et puis je fais des séances en visio en groupe le samedi matin, 2 ou 3 samedis par mois, pour si vous voulez tester les séances sans prendre, il n'y a jamais aucun engagement de toute façon, hein, mais voilà, c'est une possibilité de venir au contact. Sur Marseille, je fais des séances le lundi soir aussi en groupe, donc au CMA Michel Lévy, qui est du côté de Castellane-Baye, le lundi soir à 18h30. Et puis téléphone, mail, voilà. Ok, trop bien. Merci en tout cas à toi. Merci à toi. À bientôt. Oui.